Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Ah bah voilà, ça faisait longtemps, bonjour Liselotte. Au moins je suis rassurée, c'est bien vous Maude. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe et bonjour à mon invité du matin que vous venez d'entendre rire déjà au micro, c'est de bon augure, Laurent Dandrieux. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des pages culturelles de Valeurs Actuelles, auteur en 2017 de Église et immigration, le grand malaise sur le pape et le suicide de la civilisation européenne, de Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, et plus récemment donc de Le Roi et l'Arlequin aux éditions Artege. Et c'est bien l'ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui et qui dans le même temps va nous permettre de faire une fois de plus la promotion de cet événement auquel nous vous attendons, chers auditeurs, le Salon du Livre de Renaissance catholique qui aura lieu ce dimanche. Ça, c'est dit. Laurent Dandrieux, donc votre livre Le Roi et l'Arlequin se penche sur les liens entre Molière et Louis XIV. Alors, première question, comment vous est venue l'idée de travailler justement sur les rapports entre ces deux personnages ? Alors, la question de la politique artistique de Louis XIV est un sujet qui me passionne depuis longtemps et que j'avais déjà creusé à travers un précédent livre qui s'appelait Le Roi et l'architecte. Donc on peut parler d'une sorte de diptyque entre ces deux ouvrages et qui à l'époque portait sur les rapports entre Louis XIV et le Bernin, le célèbre sculpteur et architecte. Et il m'a semblé que c'était intéressant de continuer à creuser cette question à travers la personnalité de Molière, parce qu'il y a une complicité entre les deux hommes qui est tout à fait étonnante et même stupéfiante pour nous autres modernes, quand j'ai découvert effectivement à quel point ils avaient été proches jusqu'à partager la même scène. Je suis un peu tombé de ma chaise et je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi sur la personnalité de Louis XIV, mais ça dit aussi beaucoup de choses sur son ambition pour la France à travers les arts. Alors comment vous vous êtes rendu compte justement de ces liens ? C'est à travers des écrits, des témoignages écrits de l'époque, peut-être qu'on le sent aussi au travers de certaines pièces de Molière, et puis vous allez pouvoir nous parler de ce moment où effectivement un roi monte sur scène. Oui, alors moi j'ai vraiment pris conscience de la dimension artiste de Louis XIV à travers l'œuvre d'un autre auteur malheureusement aujourd'hui disparu qui était Philippe Beaussant, qui était spécialiste de musique baroque notamment et qui a beaucoup écrit sur cette période et qui m'a révélé vraiment la dimension baroque et la dimension artiste de Louis XIV. Et c'est à cette occasion, en le lisant, que j'ai découvert effectivement, on sait tous que le roi danse et que donc Louis XIV pratiquait la danse, mais je croyais comme tout le monde qu'il la pratiquait un peu comme ça, comme un passe-temps, comme nous on va éventuellement guincher dans les bals du samedi soir, et j'ai découvert effectivement toute autre chose. C'était quelqu'un de vraiment passionné par cet art, qui s'y est mis à l'âge de 7 ans, qui répétait jusqu'à 7 heures par jour, jusqu'à s'en rendre malade, disaient ses médecins, et qui en est devenu vraiment l'un des meilleurs danseurs de son temps, se produisant sur scène parfois devant 3000 Parisiens 10 soirs d'affilée, donc 30 000 au total, ce qu'il n'aurait pas fait si jamais il n'était pas à un niveau d'excellence, parce que c'était quand même le roi. Et donc il se produisait au milieu des meilleurs danseurs de son temps, et il était considéré comme effectivement comme l'un d'entre eux. Et donc c'est intéressant parce que sa politique artistique absolument stupéfiante est celle aussi d'un homme de l'art et d'un homme de goût, ce qui change un peu tout. Oui. Quand vous avez un œil aussi fin et aussi exercé que celui de Louis XIV, ça n'est pas exactement la même chose que quand vous êtes Emmanuel Macron, pour ne citer personne, et que vous invitez les gens à la mode parce que vous n'avez pas d'autre idée. Alors j'allais vous le dire justement, on s'amuse presque, on se prend à rêver de ce roi qui se met à danser. On imagine dans tout le faste et la beauté que ça devait représenter. À côté de ça, on est beaucoup plus critique quand on entend qu'Emmanuel Macron invite des danseurs à l'Élysée, pose avec eux. Alors quelle est la nuance ? On a déjà quelques pistes, mais je vous invite à creuser cette question, Laurent Dandrieux. Oui, je voudrais pas sombrer systématiquement dans le c'était mieux avant, mais là quand même on est obligé de se poser la question, parce que c'est vrai que quand on
Quand on lit le programme et les comptes rendus, par exemple, des Plaisirs de l'île enchantée, qui est une semaine de fêtes extravagantes que Louis XIV a offert à la cour, et donc au pays, parce que l'écho en retentissait un peu partout. En 1664, dont Molière fut l'un des piliers, effectivement, avec tout ce que ça suppose d'excellence artistique et de magnificence. Et quand on voit effectivement le duo formé par Macron et Thomas Joly à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO, ou quand on considère que effectivement la personne dont il juge, l'artiste dont il juge la présence absolument indispensable pour représenter la France dans une cérémonie mondiale, c'est Aya Nakamura, il y a effectivement une différence de niveau. Et d'ailleurs, on voit très bien que ça n'est même pas le goût personnel de Macron, parce qu'il est incohérent en ce domaine comme dans tous les autres, et ça varie en fonction des humeurs et en fonction des modes, tandis qu'il y a vraiment une ligne directrice très nette dans la politique artistique de Louis XIV. Il y a Louis XIV, et on ne le sait pas assez non plus, c'est aussi le fondateur de l'opéra français, c'est-à-dire qu'il a poussé Molière et Lully à collaborer à la comédie-ballet, donc à hybrider la musique et le théâtre, dans le but d'arriver ultimement, ce qu'a fini par faire Lully, à une version française de l'opéra. Et avant de confier l'opéra français à Lully, il l'avait confié à quelqu'un de moindre talent, qui s'appelait Pierre Perrin, à qui il avait donné le privilège de l'opéra. Et puis il lui a retiré très rapidement, parce que d'abord ce monsieur avait fait faillite, et ensuite il était médiocrement doué par rapport à Lully. Et dans la lettre dans laquelle il retire son privilège à Perrin pour le donner à Lully, Louis XIV a une expression extraordinaire en disant que ce monsieur Perrin n'avait pas réussi à porter la musique au niveau que nous nous étions promis. Le nous de majesté, évidemment. Et donc ça veut dire que Louis XIV avait une idée très précise de ce qu'il voulait être le niveau d'excellence de la musique française et dans quelle direction il voulait que cela aille, ce qui est quand même extravagant quand on voit les politiques culturelles qu'on a aujourd'hui sous la Ve République. Cette quête de l'excellence, on comprend que c'est donc la ligne de conduite de Louis XIV à ce moment-là. Il y en a une autre, et je vais reprendre vos mots que vous avez confiés à certains de nos confrères. Louis XIV comprend qu'une culture promue et défendue par l'État n'a d'intérêt que si elle est l'expression de l'âme nationale et la fait rayonner. Alors justement, pour Louis XIV, qu'est-ce que c'est cette âme nationale et comment ça se traduit à travers l'art qu'il choisit de promouvoir ? Alors, je pense que ce qui l'a rapproché beaucoup de Molière, outre leur complicité, outre le fait qu'effectivement ils se sont produits ensemble sur scène, c'est qu'il a trouvé justement dans son théâtre une certaine expression de cette âme nationale, c'est-à-dire un idéal d'équilibre, d'harmonie, de mesure, qui, à mon sens, est vraiment spécifiquement français et est vraiment l'incarnation que Louis XIV a voulu donner à l'art sous son règne, par opposition avec effectivement des cultures environnantes qui sont parfois plus extravagantes, plus extrêmes, plus emportées, plus lyriques. Je pense que cet idéal de mesure et d'harmonie est vraiment spécifiquement français et qu'il transpire véritablement de tout le théâtre de Molière, et je pense que c'est, outre le fait que Molière était quelqu'un qui ferait rire les pierres, disait Louis XIV, est vraiment ce qui l'a séduit dans ce théâtre. On pourrait être assez surpris parce que quand vous nous parlez de cet idéal d'équilibre, ça vient quand même s'inscrire dans des pièces dans lesquelles justement les personnages sont caricaturaux à outrance. On a vraiment des personnages types qui, eux, ne sont généralement pas mesurés. Oui, mais Molière en fait la satire et la critique dans ces pièces. C'est-à-dire que quand, évidemment, l'Avare est un excellent exemple de ça. C'est vraiment une satire de cette monomanie de l'avarice. Mais par exemple, si vous prenez Le Misanthrope, où le personnage est peint sous un jour beaucoup plus nuancé et beaucoup plus sympathique, et probablement Molière il y a mis un peu de lui-même aussi, mais il est sans arrêt
contredit et ramené à la raison par ses interlocuteurs, qui n'écoutent pas, mais quand même. Et cette voix de la raison, de la droite raison et de la vertu traitable, comme disait Molière, se fait entendre, comme elle se fait entendre aux oreilles d'Orgon dans Tartuffe. Il y a toujours, dans le théâtre de Molière, des personnages qui sont peut-être secondaires au niveau de la distribution, mais qui sont en réalité centraux dans la mesure où ils rappellent à ceux qui ont perdu la raison justement cet idéal de bon sens qui est profondément celui de Molière et je crois aussi de Louis XIV. On imagine que Molière s'amuserait beaucoup de notre époque. Il pourrait en écrire de nombreuses pièces, a priori. Oui, certainement. Alors justement, nous, des artistes, on en a aussi. Des artistes qui se présentent comme rebelles, qui veulent briser les codes. Une fois de plus, quelle est leur différence avec ce Molière qui apporte cette œil critique sur la société Eux revendiquent la même chose, mais on n'a pas vraiment le même résultat. Alors, il y a quand même... aujourd'hui, des auteurs qui s'inscrivent dans cette tradition, et je pense qu'on pourrait, même si les styles sont évidemment très différents, on pourrait établir une filiation entre une pièce comme Art de Yasmina Reza et Les Précieuses Ridicules ou Les Femmes Savantes, parce que c'est la même critique du snobisme culturel et de certaines impostures intellectuelles. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que on ne peut être considéré comme un artiste que si on est censément en opposition contre l'ordre établi, on refuse toutes les institutions, on est un rebelle dans l'âme. Et d'ailleurs, c'est très frappant de voir que les turiféraires de Molière aujourd'hui essayent souvent de le tirer dans cette direction et de faire de lui quelqu'un de rebelle également, alors qu'il était quand même à la cour tous les matins pour faire le lit du roi, ce qui est quand même assez peu rebelle. Mais ce qui est très frappant chez nos rebelles modernes, que Philippe Muret a baptisé somptueusement du titre de mutin de Panurge, c'est que c'est une rébellion évidemment complètement factice, c'est-à-dire que c'est une posture qui leur permet dans le même temps de dérouler toute la sainte journée impunément le catéchisme de l'idéologie du temps. Et en fait, c'est un conformisme absolu qui se pare des plumes de Pan de l'anticonformisme. Et ça vient servir justement ce conformisme. On voit bien dans quelle mesure aujourd'hui l'art, la culture plus généralement est utilisée pour faire passer une certaine idéologie. Déjà à l'époque, Laurent Dandrieux, est-ce qu'on peut dire que l'art, et donc plus précisément là en l'occurrence le théâtre et les pièces de Molière, avaient un aspect politique? Est-ce que c'était d'une certaine façon un outil aussi pour Louis XIV? Alors, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce terme d'utilisation politique parce que on a tendance à ramener ça à nos critères contemporains où il y a très souvent une utilisation politique de la culture, mais à des fins partisanes. C'est-à-dire qu'il s'agit de favoriser une idéologie par rapport à une autre, de favoriser un camp politique par rapport à un autre, et donc d'instrumentaliser la culture à des fins strictement électorales ou partisanes. Dans l'esprit de Louis XIV, il s'agit évidemment de toute autre chose, puisque ces notions d'esprit partisan et d'idéologie sont totalement absentes de son esprit. Lui, il incarne le royaume, il incarne la France, et donc s'il utilise la politique, c'est pour servir l'intérêt de l'État, c'est pour servir le bien commun, c'est pour servir le rayonnement de la France. Donc oui, il y a une utilisation de la politique, mais dans un esprit totalement différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a un très bon exemple de ça, à mon avis, c'est le Tartuffe. Tartuffe, c'est une pièce qui s'est trouvée prise contre le gré de Molière dans le combat que menait à l'époque Louis XIV contre le parti dévot. Et donc, je suis persuadé que Louis XIV a été très content que Molière écrive Tartuffe, qui était une critique de l'hypocrisie religieuse et donc une attaque contre les faux dévots, qui instrumentalisait la religion notamment à des fins politiques ou d'ambition personnelle. On dit même que Louis XIV lui aurait soufflé le sujet, on n'en a pas la preuve. Certes, quand il a vu que le scandale que cela suscitait
il lui a interdit pendant quelques années de représenter la pièce en public, mais pas en privé. Il l'a vu lui-même à plusieurs reprises durant cette période. Et je suis persuadé que cette querelle du Tartuffe a été un pion que Louis XIV a avancé pour, en quelque sorte, démasquer le parti dévot, l'obliger à sortir du bois et l'affaiblir. Et donc, c'est une utilisation politique de la culture, si l'on veut, mais au service d'un but qui n'est pas un but partisan, qui est libérer le politique d'une certaine conception bigote et totalitaire de la religion. Il y avait une relation très intime finalement entre les deux hommes. Vous nous dites, on imagine que c'est peut-être le roi lui-même qui aurait soufflé ça à Molière. Leurs relations ne sont pas seulement professionnelles, si je puis dire. C'est vraiment une relation d'amitié qui lie les deux hommes. Alors c'est toujours difficile de parler d'amitié entre le roi de France et quelqu'un qui était comédien et son valet, puisque Molière était valet tapissier du roi, même si ça n'est pas, faut pas prendre le mot valet comme un synonyme de domestique, mais il y avait une différence de statut et de rang assez considérable, évidemment. Et puis on sait que Louis XIV était très soucieux de maintenir son statut. Mais malgré tout, je pense qu'il y a cette fonction de valet tapissier qui a permis à Molière de pénétrer l'intimité du roi, et on dit que les témoins de l'époque affirment que Louis XIV ne rentrait véritablement dans son personnage de roi, parce que pour lui c'était aussi un personnage qu'il jouait. Il faisait très bien le roi de théâtre, disaient les témoins. Il avait la dignité d'un roi de théâtre. Il ne rentrait que dans ce personnage que lorsque le public rentrait dans sa chambre, mais quand il était simplement avec ses valets, il avait un naturel beaucoup plus fort, et il discutait très volontiers de manière spontanée avec eux, ne serait-ce que pour sentir un peu le vent, avoir des informations plus spontanées et plus réelles sur l'état du pays. Et puis il y a cette complicité d'artistes, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont participé ensemble à des spectacles, Louis XIV comme danseur et Molière comme comédien, et notamment lors d'un ballet, on a cette scène assez étonnante où Molière est Sganarelle et se fait dire la bonne aventure par des Égyptiennes, comme on appelait à l'époque les gitanes, et autour d'eux, pendant ce temps-là, des Égyptiens, donc des gitans dansent, et l'un de ces gitans, eh bien, c'est Louis XIV qui danse un petit tableau burlesque avec Molière, et c'est tout à fait étonnant. Et évidemment, ce sont des scènes qu'il a fallu répéter, et donc ça crée forcément une intimité, une complicité tout à fait étonnante entre ces deux hommes que tout aurait dû séparer. On présente souvent Molière comme étant du coup le critique acerbe de cette société, et celui qui arrive justement à influencer d'une certaine façon la cour, ou en tout cas lui présenter ses travers. Est-ce que vous pensez que Louis XIV, loin d'être passif et d'accueillir simplement ça, et peut-être de se laisser influencer par la vision de Molière, a aussi pu jouer justement ce rôle de conseiller de Molière, en lui, vous l'avez dit, peut-être en lui soufflant des sujets, et dans ces cas-là on aura un Louis XIV qui lui-même était très critique, et on change un peu de la vision qui nous est généralement présentée de ce Molière qui surplombe la société et qui en fait la critique seul. Alors, il faut d'abord noter que dans ces pièces, Molière fait à plusieurs reprises l'éloge de la cour. Il fait l'éloge du roi à la fin de Tartuffe. Il fait l'éloge de la cour aussi sous l'angle du goût. Il dit que le goût de la cour est le meilleur juge de la qualité d'une œuvre. Par ailleurs, effectivement, il a fait la critique de l'hypocrisie, il a fait la critique de la flatterie, il a fait la critique d'une certaine courtisanerie. Mais je suis persuadé qu'en cela, il rejoignait le sentiment profond de Louis XIV, dont tous les témoins nous disent qu'il était très agacé et très courroucé par les flatteurs, qu'il les mettait même d'ailleurs volontiers en boîte, ou en les prenant au piège de leur propre flatterie. Et s'il évidemment a mis en place ce système de cour pour en quelque sorte
domestiquer la noblesse et éviter qu'elle ne retombe dans les travers de la fronde. Il était conscient aussi des risques que cela présentait, des dérives, des excès en tout genre que cela pouvait susciter. Et je pense qu'il était lui-même soucieux de les combattre et très content que Molière, par ailleurs, les fustige dans son théâtre. Sachant que, par ailleurs, c'était aussi, ça on oublie de le dire, parce que comme il avait toujours cette dignité d'un roi de théâtre et cette effrayante majesté dont parle Saint-Simon, on oublie de dire que c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour, qui aimait beaucoup rire et qui ne se gênait pas pour faire des plaisanteries vis-à-vis de ses proches, même si c'était toujours dénué de méchanceté, parce que tous les témoins disent que c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et qui était très, très soucieux de ne jamais humilier les membres de son entourage. On sent que Molière tente d'avoir toujours le regard juste sur les choses, ni trop dur, ni cynique. Alors justement, le cynisme, c'est quelque chose de propre à notre époque, ou peut-être pas, vous pourrez me contredire, Laurent Dandrieux, mais effectivement, on a dans l'humour de Molière, on ne retrouve pas toujours les mêmes traits qui peuvent être très, très moqueurs, mais dans un sens presque malsain qu'on pourrait avoir aujourd'hui. La façon de critiquer les choses n'est pas la même. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution ? Je crois que le cynisme croît sur les ruines de l'idéal, et que le cynisme est la marque des époques qui ont perdu tout sens de la transcendance et tout sens de l'idéal. Et il me semble que si il y a une époque qui, au contraire, est portée par un idéal, c'est bien ce XVIIe siècle qui est aussi, on oublie souvent de le rappeler, mais c'est aussi le grand siècle de la spiritualité française, avec des auteurs très importants comme Bérulle, comme Bossuet, comme saint François de Sales. Et donc, il y a dans cette société-là, effectivement, cet idéal qu'on a appelé l'idéal de l'honnête homme, qui comporte aussi, dans son idéal de mesure, eh bien, un idéal de bienveillance, un idéal de bienveillance, de bonté, de regard juste porté sur les choses et sur les êtres. Et je pense que c'est le meilleur garde-fou contre le cynisme. Et par ailleurs, je pense que s'il y a quelque chose que Molière détestait profondément, c'est le fanatisme sous toutes ses formes. Et on peut dire que le cynisme est une forme de fanatisme du néant. C'est joliment dit. Vous avez parlé de ce sens de la transcendance. Alors là, je m'adresse à Laurent Dandrieux, le spécialiste culturel, au-delà de simplement l'auteur de cet ouvrage, ce qui est déjà pas mal. Mais, c'est déjà bien. Justement, ce sens de la transcendance, est-ce que vous arrivez à le percevoir encore justement dans les pièces que vous allez voir, dans les livres que vous lisez ? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui se perd, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ces dernières années, ou peut-être seulement ces derniers mois, j'en sais rien, est-ce qu'il y a un regain justement de cette recherche de la transcendance? On parle de plus en plus de ces jeunes qui cherchent un sens. Est-ce qu'il y a un appel aussi pour retrouver donc cette spiritualité? Oui, il y a certainement quelque chose qui est en train de se passer. Du point de vue strictement culturel et artistique, je pense qu'il y a une déringardisation des questions spirituelles. C'est-à-dire que je crois profondément que dans les années 60, 10, 80, peut-être même 90, un écrivain qui aurait traité de ces sujets-là se serait profondément déconsidéré auprès de ses confrères. Je pense que le livre de Thibaut de Montaigu, par exemple, qui s'appelle La Grâce, qui raconte sa conversion, aurait été beaucoup moins bien reçu une vingtaine d'années auparavant. Et je pense que ça rejoint effectivement une tendance profonde de la société, qui est que on est en train d'atteindre un point limite où on voit bien que le cynisme, justement, où on voit bien que le mépris de toute considération spirituelle, que le vide absolu de référence et d'idéal nous conduisent à une société de la désespérance absolue, et que ça ne peut pas continuer comme ça, et que donc je crois vraiment, d'une part, qu'il y a chez les jeunes générations un souci de retrouver un sens à la vie, de retrouver des repères, de savoir qui l'on est, d'où l'on vient. Et puis, il y a aussi
dans les milieux artistiques et culturels une plus grande indulgence et une plus grande bienveillance vis-à-vis de ces quêtes, parce que on voit bien que le cynisme et le nihilisme nous conduisent au chaos de la décivilisation. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Moi, il m'arrive, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais de proposer des sujets à des éditeurs censément catholiques qui essayent de tempérer la dimension catholique de la chose parce qu'il ne faut pas trop effrayer le lecteur. Voilà. Donc on a encore ce genre de frayeur et de timidité. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui est à la hauteur justement de ce besoin même de cette nouvelle génération ou même des plus anciennes de transcendance, de spiritualité ? Alors c'est une question à laquelle il faut répondre avec nuance parce qu'il y a beaucoup de chapelles dans la maison du Père et que donc l'Église est heureusement diverse et qu'il faut, notamment dans cette matière, je pense profondément différencier la nouvelle génération de prêtres qui est beaucoup plus dans l'accompagnement de cette démarche spirituelle. Moi, ce que je reproche généralement à l'Église et notamment au sommet de la hiérarchie, c'est d'avoir un discours beaucoup trop horizontal, beaucoup trop humain. Et je pense que ça a été un des échecs majeurs de l'Église ces dernières années, mais en même temps, ça a été un déclic qui peut-être va faire bouger les choses. C'est l'incongruité totale du discours catholique au moment du Covid. C'est-à-dire que nous avions une occasion absolument incroyable de faire entendre notre différence, de faire entendre une lecture purement surnaturelle et spirituelle des choses et de rappeler à l'homme contemporain quelque chose qu'il a complètement oublié, c'est-à-dire l'importance des fins dernières et que la vie ne s'arrête pas avec la mort, mais que la mort n'est qu'un passage vers la vraie vie. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un discours bêtement hygiéniste qui se contentait de reproduire les consignes de l'OMS. Et donc là, on a eu une occasion manquée tout à fait fondamentale. En même temps, je pense que ça aura été bénéfique parce que un certain nombre de gens plus lucides que d'autres ont pris conscience du gâchis fondamental que ça avait été et peut-être ça a poussé un certain nombre de gens à avoir des positions plus courageuses et une attitude et un discours plus spirituel. J'en reviens au sujet culturel. Laurent Dandrieux, vous avez fait le choix donc de faire partie des auteurs qui seront présents et présentés lors du Salon du Livre de Renaissance catholique. Vous vous inscrivez donc dans cette démarche aussi de proposer une offre culturelle alternative à toutes celles qu'on peut retrouver par ailleurs et qui nous est livrée par la bien-pensance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un terrain justement pour cette nouvelle offre culturelle ? Pendant longtemps, vous l'avez dit, c'était quelque chose de plutôt ringard. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on assiste à un retour en force ? Oui, en parlant tout à l'heure de l'aspiration des jeunes générations à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, je pense que c'est un phénomène que l'on retrouve aussi au niveau culturel, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de jeunes comprennent instinctivement que la civilisation dont ils sont issus est menacée, ont envie de la défendre, mais pour la défendre, il faut évidemment la connaître. Et donc, je pense que c'est très important de fournir, notamment aux jeunes générations, des occasions de savoir d'où l'on vient et de savoir ce que l'on défend. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement entre autres choses, à travers mes ouvrages, oui. Alors, il y a la volonté aussi, on recevait hier Jean-Pierre Maugendre qui nous disait qu'il y avait la volonté aussi de rassembler les gens dans ce genre d'événements. La culture, ça a toujours eu un rôle justement de rassemblement. C'est pour souder une communauté, c'est toujours un bon moyen. On se retrouvait pour aller au théâtre, on peut se retrouver pour chanter. Voilà, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi ce pouvoir de fédération qui est en train de ressurgir grâce à la culture Je ne sais pas s'il est en train de ressurgir, en tout cas c'est vraiment essentiel, et je pense que c'est aussi un des éléments centraux de la politique artistique de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il hérite à son accession sur le trône d'un pays profondément fracturé et divisé, et il a aussi cette ambition de le réunifier par la culture, et par une culture qui, étant spécifiquement française, va
permettre à ces sujets de partager un commun. Et effectivement, la culture, c'est aussi ce commun qui fait que nous avons des références communes, que nous avons un langage commun, que nous avons des moyens d'échanger parce que nous partageons des mêmes références et des mêmes valeurs. Et je pense que c'est ce qui manque profondément aujourd'hui en France. Effectivement, tout ce qui peut le favoriser est tout à fait bon à prendre. On est dans un moment très ambigu où on sent qu'il y a une aspiration effectivement à retrouver ses racines et à se réapproprier son histoire. En même temps, les gens n'ont jamais aussi peu lu. Mais bon, il y a quand même des signes encourageants. Mais il y a encore énormément de travail. Bon, c'est ce à quoi essaie de s'atteler Renaissance catholique avec ce salon du livre. On vous le rappelle, chers auditeurs, il aura lieu ce dimanche à partir de midi. C'est au Port-Marly. Vous pouvez appeler la radio pour avoir toutes les informations. Il y aura environ 100 auteurs présents pour vous parler de leurs livres, les dédicacer. Allez-y, on s'y retrouvera donc avec Laurent Dandrieux qui a également deux annonces. Oui, est-ce que je peux vous préciser aussi pour les Parisiens qui ne pourraient pas être à la fête du livre de Renaissance catholique qu'il y a également 2 occasions de me retrouver au Salon des écrivains catholiques qui aura lieu l'après-midi du samedi 7 décembre à la mairie du 6e. Et il y a également les AFC du 8e arrondissement qui organisent leur Salon du livre le samedi 14 décembre, et cette fois-ci, c'est à la mairie du 8e arrondissement. Voilà, on vous y attend, chers auditeurs, et puis je vois Richard Dessès patienter en studio. Sachez qu'il sera également présent au Salon du Livre. Merci, à dimanche.